qu'on organise côté Data Activist avec Grand Poitiers. Alors, toujours un grand plaisir d'intervenir sur ces sujets-là. Comme le disait Sylvie, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions qui viennent tout au long de la présentation à les poser dans le chat. Vous allez voir, on va avoir 3 grandes parties dans ce data sandwich, donc j'essaierai de prendre les questions à la fin de chaque partie si vous en avez, et sinon il y aura aussi un temps d'échange à la toute fin, donc on pourra aussi prendre les questions en fin de séance. Alors, comme l'a dit Sylvie, pour ce nouveau data sandwich, on a choisi la thématique des données électorales. C'est une thématique à la fois assez évidente et originale. Je vais vous expliquer pourquoi. Évidente parce que les données électorales sont évidemment très importantes dans une démocratie. L'élection telle qu'on l'a pensée, telle qu'elle s'est développée dans nos sociétés, ça représente vraiment la forme la plus directe de participation des citoyens et des citoyennes à l'exercice du pouvoir. Et notre cadre actuel d'élection, de scrutin, c'est l'héritage de plusieurs siècles de lutte pour parvenir à une représentativité la plus large possible. Représentativité à la fois du corps électoral, de toutes les personnes qui vont avoir la possibilité de voter, mais aussi représentativité la plus large possible des élus, de celles et ceux qui vont pouvoir prétendre à être les représentants de leurs concitoyens et concitoyennes. Donc un sujet évident, mais aussi un sujet assez original, parce que c'est un sujet qu'on voit finalement assez peu traité dans des conférences grand public, et c'est un sujet qu'on envisage assez rarement dans sa globalité. Vous allez voir tout au long de cette heure et demie qu'on va passer ensemble, on va essayer de chercher à embrasser l'ensemble du processus électoral. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment de se dire, on a identifié 3 grandes phases, 3 grands moments chronologiques qui vont constituer des étapes importantes dans ce processus de l'élection. On a identifié un moment qui va être l'avant-élection. Donc, toutes les données qui vont permettre d'organiser une élection et toutes les données qui vont exister entre 2 scrutins. Ensuite, on a identifié le pendant l'élection, le moment où il y a une déclaration des candidatures jusqu'au moment du dépouillement. Ça, c'est vraiment toutes les données qui vont être produites durant le scrutin. Et puis, il y a l'après, le moment où les résultats sont proclamés, et puis qu'est-ce qu'on va faire de tous ces résultats. Donc un découpage en 3 phases, un découpage qui n'est pas anodin, parce que dans le processus électoral, on va avoir vraiment une notion de confiance qui va être centrale. Cette confiance, elle est essentielle pour l'intégrité du scrutin, l'intégrité de l'élection. Les citoyens et les citoyennes ont le droit de participer aux élections, mais ils ont aussi le droit de comprendre, de contrôler par eux-mêmes si le processus électoral est valide. Et tout ça, ça passe par de l'accès à l'information, de l'accès à de la donnée tout au long du cycle électoral. Et donc, cette idée de l'avant, du pendant, de l'après est fondamentale vraiment pour bâtir la confiance dans l'élection. On le voit, transparence et confiance vont être vraiment liés, et l'accès à un ensemble de données est un élément essentiel d'une élection. Alors avant je suis déjà un petit peu rentrée dans le vif du sujet, mais avant d'y rentrer encore plus en profondeur, pouvez-vous dire, mais finalement, c'est quoi des données électorales? De quoi parle-t-on? Alors, j'imagine que quand vous entendez ce terme, vous avez un certain nombre de choses qui vous viennent en tête. Vous devez voir des cartes, vous devez voir des graphiques, vous devez voir aussi des couleurs, du rouge, du bleu, des couleurs claires, des couleurs foncées. Donc, vous avez sans doute toutes ces images qui apparaissent, et c'est très difficile finalement
de définir de façon très précise et très exhaustive ce que sont les données électorales. En fait, on a sans doute un petit biais, et quand vous avez ces images qui apparaissent en tête, vous devez penser beaucoup aux résultats des scrutins. C'est-à-dire, vous pensez voilà, à ces cartes qui sont produites après l'élection. Vous voyez la carte de France avec plein de couleurs après les élections municipales. Vous voyez l'hémicycle avec des couleurs et des répartitions de sièges pour les législatives. Sans doute ce genre de choses. Donc des choses vraiment liées aux résultats des élections. Cependant, et on va le voir, les données électorales, elles portent sur plein d'autres sujets, sur plein d'objets assez variés, sur la composition du corps électoral. Donc encore une fois, les personnes qui vont avoir la possibilité de voter, sur les candidats et les candidates. Dans les deux cas, ça va être qui sont ces personnes, leurs âges, leur profession, leur catégorie socio-professionnelle, etc. Vous allez aussi avoir des éléments sur les circonscriptions, l'échelle, le périmètre sur lequel on vote. Et là aussi, de quoi sont composées ces circonscriptions, c'est quoi le découpage, d'où vient ce découpage, il est modifié parfois. Enfin, on va avoir des données sur ces éléments-là. On va aussi avoir des éléments qui sont peut-être moins directs, auxquels on pense moins, mais pour chaque élection, pour chaque scrutin, on va avoir des thématiques qui vont être les thématiques d'actualité. On va avoir des enjeux propres à chaque scrutin. Tous ces éléments-là, on peut aussi considérer que c'est de la donnée électorale. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de grands enjeux qui rendent aussi cette thématique des données électorales qui en font un sujet encore plus d'actualité, qui en font vraiment un sujet éminemment important, parce que depuis maintenant assez longtemps, on observe une érosion du vote. C'est un phénomène qui est bien documenté par de la donnée, justement, et par des chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là. La donnée permet de voir cette érosion du vote, mais permet aussi sans doute de comprendre pourquoi il y a cette érosion. On voit aussi émerger de nouvelles pratiques qui bousculent un peu le rapport des personnes qui ont la possibilité de voter à l'élection. Vous l'avez peut-être vu passer, mais il y a eu une étude là juste après les municipales faite par Toluna et Harris Interactive, l'étude qui montrait qu'une personne sur 6 aurait eu recours à l'IA pour l'aider dans son choix de candidat. Donc ça pose de grosses questions aussi sur le vote. Et là aussi, peut-être que de l'analyse de données peut permettre de comprendre ce genre de phénomène. Et puis un autre enjeu qu'on voit beaucoup apparaître maintenant quasiment à chaque élection, c'est la question des influences ou des ingérences étrangères dans le vote. Et ce point-là montre à quel point le besoin de sources d'informations fiables est indispensable, et aussi à quel point une bonne culture de la donnée, de la capacité à critiquer la donnée est un élément fondamental dans une démocratie, et que ça va devenir un sujet à part entière. Donc on le voit, on a un sujet riche, on a un sujet d'actualité, on a un sujet qui est intéressant et important pour tout notre rôle de citoyens et de citoyennes dans la société. Alors pour cette intervention, ce n'est pas moi qui vais que parler, on va avoir trois voix qui vont me compléter. D'abord, Monsieur Guirlanda, vous êtes vice-président au numérique et à la donnée à Grand Poitiers, et vous êtes maire d'une commune de 4400 habitants. Bienvenue avec nous. Samuel Guetta. Samuel est cofondateur de Data Activist. Tu es mon collègue au quotidien, donc je te tutoierai. Tu es maître de conférences associé à Sciences Po Aix, et tu as publié en 2024 un livre qui s'appelle « Les données de la démocratie, Open Data, pouvoir et contre-pouvoir » chez CEF. Et tu es spécialiste de toutes les questions d'ouverture des données, et tu nous en parleras. Et enfin, Thierry Fouquet. Toi, Thierry, tu es agent à Grand Poitiers au sein de la mission pilotage, innovation, modernisation, évaluation de Grand Poitiers, et tu interviendras en fin de séance. C'était le démarrage, l'introduction. Alors,
vois que on a Rachel qui nous disait que les données électorales concernaient les électeurs. En effet, ça concerne les électeurs, on va le voir, ça va être une de nos premières étapes, mais on va voir que ça ne concerne pas que les électeurs, que c'est plein d'autres choses aussi et qu'on peut vraiment élargir le sujet à d'autres aspects. Nous allons donc démarrer par la partie en amont de l'élection. Donc, qu'est-ce qui se passe, encore une fois, avant un scrutin, entre deux scrutins? On va se pencher particulièrement sur un document très en lien avec les électeurs et les électrices, justement, qu'on appelle assez traditionnellement la liste électorale. On va voir que ce nom est sans doute un petit peu usurpé, qu'il y a à la fois une liste unique et des listes électorales pour chaque commune. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'en 2026, aux élections municipales, il y avait très exactement 50 187 093 électeurs et électrices sur cette liste électorale et qu'il y avait une hausse de 847 000 et quelques personnes par rapport à 2024. On le voit, un chiffre extrêmement précis, je peux vous dire à la personne près le nombre d'électeurs et d'électrices qui étaient appelés aux urnes. On voit 50 millions de personnes à l'échelle de la France, c'est considérable, c'est une énorme base de données. Et cette liste, elle est extrêmement importante. C'est un élément fondamental de la garantie de l'élection, puisqu'elle permet notamment de se prémunir de risques de fraude électorale. Pourquoi ? Bien parce que cette liste, elle permet de vérifier, avant la tenue du scrutin, que seules les personnes qui ont le droit de vote peuvent participer à l'élection. Avoir le droit de vote de façon assez générale et surtout de pouvoir aussi voter dans un bureau bien précis et de ne pas voter potentiellement à plusieurs endroits. C'est un élément extrêmement important. On a eu de grandes affaires dans les années 80-90 de fraude électorale à Paris, mais pas que. Et c'est des choses vraiment qui sont essentielles de vérifier avant une élection. Donc, on est sans doute assez peu nombreux à en avoir conscience, mais à la fin de ce data sandwich, on sera un petit peu plus nombreux. Mais cette liste électorale, elle a connu une grosse refonte il y a une dizaine d'années à peu près. Auparavant, c'était chaque commune qui gérait sa liste. C'était un énorme travail. Et depuis 10 ans, les communes continuent de gérer la liste, mais il y a une agrégation, une remontée des informations dans une liste unique qui est tenue par l'INSEE, par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et donc l'INSEE gère une base unique qu'on appelle le répertoire électoral unique. Je dirais peut-être REU par la suite, mais c'est ce répertoire. Et cette liste unique vient fiabiliser la tenue des différentes listes électorales qui sont dans les communes. C'est un processus automatisé de transfert de données des communes vers l'INSEE. Vous avez une forme de dimension de mise à jour en temps réel de la base de données qui permet aussi d'apporter un certain nombre d'éléments de confort aux citoyens et aux citoyennes. Par exemple, les jeunes de 18 ans sont désormais directement inscrits à partir du moment où ils ont fait leur journée d'appel. Vous avez aussi les personnes qui sont naturalisées qui vont être directement inscrites. Et puis, vous avez aussi maintenant la possibilité, vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais de vous inscrire sur une liste, par exemple en cas de déménagement, jusqu'à quelques semaines avant la tenue d'un scrutin et plus jusqu'au 31 décembre comme c'était auparavant, ce qui est très, très pratique. Et tout ça s'est rendu possible grâce à ce nouveau système qui existe depuis une dizaine d'années. Alors, ça continue d'être un travail très important pour les communes et il y a un lien très très fort avec les communes. Et justement, je vais me tourner vers Monsieur Guirlanda, pour vous demander, vous en tant que maire, vous êtes garant de ce processus électoral. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment
concrètement, ça s'organise en mairie et quels sont les gros enjeux du côté de la mairie? Bon, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. En tous les cas, je vais essayer de porter la voix de façon à ce que ça soit audible. Donc, merci effectivement de votre invitation pour parler de mon expérience locale. En ce qui me concerne, je suis maire depuis 2020, renouvelé en 2026, et comme vous l'avez dit, d'une commune périurbaine autour de Poitiers, donc Saint-Georges et Baillargeau, pour ne pas la citer, ne pas en vanter toutes les qualités par rapport à ça. Mais sur le sujet qui nous intéresse, les listes électorales, oui, c'est une mission extrêmement importante du rôle de maire. Alors, on lui donne, entre guillemets, la capacité, on lui demande, entre guillemets, au maire de gérer les inscriptions, de gérer les radiations sur les listes électorales, et puis aussi, je dirais, de gérer l'organisation des élections. Alors bien sûr, c'est pas le maire tout seul qui va gérer tout ça. Il y a toute une équipe administrative autour de lui pour pouvoir gérer tout ce process. Mais en tous les cas, c'est une mission importante. Il y en a beaucoup d'autres, mais en tous les cas, celle-ci l'est, d'autant plus qu'elle est, et vous l'avez souligné, elle est source de contentieux. Source de contentieux, parce qu'effectivement, dans une élection, il y a des déçus, il y a des fois des perdants, et il y a des fois des irrégularités, et donc quelquefois d'appât. On voit bien que le tribunal est saisi par rapport à ça pour pouvoir gérer éventuellement des conflits. Alors, ça nécessite, pour le coup, d'avoir des procédures qui soient bien établies. Alors bien sûr, il y a les procédures légales, les procédures internes, mais d'avoir aussi, c'est quelque chose à laquelle je donne comme consigne systématique, d'avoir une bonne traçabilité des échanges entre les personnes qui veulent s'inscrire, notamment sur les listes électorales, et la collectivité, de façon à être en capacité à un moment donné de pouvoir tracer un peu les événements, et donc de pouvoir être en capacité de répondre si on a été sollicité par rapport éventuellement à une contestation. Alors la procédure, comment ça se passe? Les demandes d'inscription sont déposées en mairie ou elles sont effectuées en ligne. On essaye pour le coup de le faire le plus rapidement possible, sachant que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a un délai légal normalement de 5 jours pour pouvoir, à compter du dépôt, pour pouvoir prendre en compte la demande d'inscription. Et il faut savoir que pour les élections municipales de 2026, on a, et notamment en période électorale, les inscriptions se font au jour le jour, ça c'est une évidence, de façon à suivre, et notamment on a été confronté, et tant mieux, à énormément de demandes d'inscription sur 2026. Donc ce que vous avez cité à l'échelle nationale peut-être, en tous les cas à l'échelle du microcosme bayergeois, en tous les cas on l'a rencontré de la même manière. Et donc, il a fallu faire face à cette demande d'inscription, et c'est bien naturel. Donc, c'était une priorité de la commune à l'époque, avant les élections, de prendre en compte ce chantier. Alors, chaque dossier fait l'objet d'un contrôle systématique. Notamment, on va demander de justifier l'identité du demandeur, son attache communale, la conformité des pièces justificatives fournies, et notamment le formulaire CERFA, la pièce d'identité, une pièce d'identité recto verso. Alors, il y a aussi un cadre réglementaire, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais de ce qu'est une pièce d'identité. Et puis aussi de fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Alors tout ça, si nous n'avons pas ces éléments-là, ou si éventuellement des éléments sont défaillants, je pense notamment avec un justificatif qui serait daté de plus de 6 mois, nous ne pouvons pas inscrire la personne. Alors ça crée toujours aussi, ça peut créer des mécontentements. Alors quand je parlais de traçabilité, c'est qu'effectivement, bah, derrière, on va, comment dirais-je, s'attacher à demander à la personne de compléter son dossier, d'avoir une complétude par rapport à ça, et nous fournir effectivement des éléments qui rentrent dans le cadre réglementaire de façon à pouvoir inscrire cette personne. J'ai eu un cas à traiter où une personne avait déménagé, rejoindre son nouveau compagnon, mais n'était dans l'incapacité de prouver, déterminer comme quoi il y avait la tâche communale sur la commune. Bah, j'étais obligé de refuser effectivement son inscription parce qu'on n'était pas en mesure de prouver que la personne habitait bien par rapport à ça. Donc on est en plus sur des délais extrêmement contraints.
parce que les inscriptions, comme vous l'avez dit, se font pas 6 mois à l'avance, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on traite les demandes régulièrement. Alors, on passe des coups de téléphone, on fait des mails. En tous les cas, on essaye de faire en sorte de faciliter, entre guillemets, le rôle de l'administré et le rôle pour pouvoir s'inscrire sur les listes. C'est un peu notre devoir aussi en tant qu'élu de pouvoir faciliter les choses. Après, sur la validation de la demande d'inscription, une fois que le dossier rentre dans les clous, qu'on a bien vérifié que tout était bon, eh bien, on va affecter la candidature, du moins l'inscription, à un bureau de vote. Sur Saint-Georges, nous avons 3 bureaux de vote. Et donc, en fonction de l'adresse de la personne, parce que la répartition se fait comme ça, en fonction de l'adresse de la personne, nous allons attribuer, comment dirais-je, le bureau de vote pour que la personne puisse être en capacité de voter et notamment lui permettre d'avoir les informations sous sa carte d'électeur. Ce qui permettra aussi, au niveau de la carte d'électeur, d'avoir le numéro du bureau de vote. Alors, dans le détail, on lance aussi toute une campagne de communication préalable pour bien informer en amont comment se passe l'élection et comment se va se passer l'élection. C'est véritablement indispensable d'associer, je dirais, de la communication à cette opération importante, notamment l'élection municipale, dans la mesure où effectivement, alors je sais que chez nous c'était encore plus compliqué parce qu'il y avait un bureau de vote qui avait déménagé, il fallait vraiment bien être en capacité d'informer les gens. Ensuite, on informe les dossiers d'inscription sont notifiés aux intéressés par l'envoi d'un récépissé par voie postale ou par voie électronique. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, s'il y a un dossier qui est incomplet, on ne le rejette pas, on le laisse en complétude. Et donc, il est en attente d'inscription jusqu'à temps qu'on reçoive des pièces qui sont conformes. Donc, il y a un process, entre guillemets, qui est quand même assez souple, sauf que lorsque les informations nous arrivent tardivement, eh bien, quelquefois, bah, le délai est contraint. Voilà. J'ai de la possibilité également, en tant que maire, de procéder à la radiation des électeurs qui ne remplissent plus les conditions prévues par le code électoral, et notamment lorsqu'il y a une perte d'attache communale. Et là, j'ai cette possibilité aussi d'inscrire, mais j'ai la possibilité de radier. Alors, tout ça, ça se fait pas non plus comment dirais-je, avec le pouvoir du maire. Il y a une commission de contrôle des listes électorales qui est mise en place. Cette commission de contrôle des listes électorales, elle est déjà composée de 3 membres. Donc c'est quelque chose qui est assez restreint. Et le maire et les adjoints ne peuvent pas faire partie de cette commission de contrôle. Donc en ce qui nous concerne, il y a donc un conseiller municipal. Alors, cette commission de contrôle est établie aussi en début de mandat, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait partie des éléments qu'on met en place assez rapidement. Donc, un conseiller municipal, un délégué qui est représentant de la population, qui représente l'administration, et un délégué représentant aussi de la population, issu de la population, qui représente le tribunal judiciaire. Cette commission, elle se réunit au moins une fois par an, mais elle se réunit automatiquement entre le 21e jour et le 24e jour précédant le scrutin. C'est une obligation, donc ce qui fait en sorte que, par exemple, on a une réunion de plus au moins qui se détermine au-delà de la nécessité d'en faire une par an. Et puis, elle peut éventuellement se réunir en cas de recours d'un électeur, notamment si il y a un doute et si la candidature de cet électeur sur la liste doit être examinée. Donc, il y a des recours internes par rapport à ça. Alors, en fait, son rôle de cette commission, c'est bien de vérifier les inscriptions et radiations qui sont intervenues depuis la dernière réunion de commission de contrôle, de statuer sur les recours des électeurs, notamment contre un refus d'inscription ou une radiation. Encore une fois de plus, je ne pourrais pas décider de ne pas inscrire quelqu'un parce que je l'aime pas. Donc, au bout du compte, même si j'ai beaucoup d'amis, mais en tous les cas, je suis contraint et c'est normal. C'est la démocratie et c'est tant mieux. Il y a la possibilité d'avoir cette commission qui statue sur les recours et puis de corriger éventuellement les erreurs qui seraient présentes sur les listes électorales. Donc voilà un peu
le process, entre guillemets, qui s'effectue en amont des élections. Et donc, c'est un process aussi extrêmement important qui est très réglementaire et sur lequel il ne faut pas se louper parce qu'effectivement, ça peut entraîner derrière des mécontentements ou des gens qui viennent voter alors qu'ils ne sont pas inscrits. Et le jour où les gens viennent voter au niveau du bureau et qu'ils ne sont pas inscrits, ça crée forcément des difficultés. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur au moins cette partie-là en amont. Voilà. Merci, c'est très clair. Je découvre la commission, très honnêtement, je ne la connaissais pas, c'est très intéressant. Cette commission, elle est valable pour toutes les élections qui vont avoir lieu pendant un mandat, en fait, quelles Oui, que soient les élections, que ce soit des législatives, des départementales ou peu importe. C'est la même commission qui va se réunir durant tout le mandat. tout à C'est bien fait. ça. La même élection. Et puis comme en France, il y a beaucoup d'élections, donc elle se réunit effectivement en Assez fonction régulièrement. assez régulièrement. Merci beaucoup. Alors Samuel, on voit que alors on pourrait avoir l'impression que cette liste électorale ou ces listes électorales qui dépendent de chaque commune sont des documents très techniques, finalement, des documents qui servent vraiment pour les élections. Euh, Est-ce que tu vois, toi, d'autres exemples de réutilisation? Est-ce que tu vois d'autres usages qui peuvent être faits de ces données-là? Ouais, merci. Je pense qu'il faut distinguer, 2 choses. La première sont les données brutes, hein. Vous en connaissez un peu le contenu des données de la liste électorale, puisque quand vous allez voter, on vous lit le contenu des données qui vous concernent dans la liste électorale. En tout cas, je ne sais pas si ça concerne tout, mais on vous dit votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse, et on vous dit pas le bureau de vote parce que vous y êtes déjà. Et avant de mettre votre bulletin dans l'urne, on vous dit ces données individuelles. Et donc, il faut considérer l'ensemble des données brutes, c'est-à-dire toutes ces données sur les électeurs individuels, et les distinguer des données agrégées. C'est-à-dire qu'à partir de ces données, l'INSEE produit des données sur le corps électoral. Le ministère de l'Intérieur aussi en produit, puisque dans les résultats des élections, on a des informations sur, la composition, qui sont indispensables, en fait, pour pouvoir calculer, la composition du bureau de vote, savoir combien il y a d'électeurs, inscrits. Et donc à partir de ça, on a aussi des données agrégées. Donc on va avoir, sur chaque bureau de vote, le nombre d'inscrits. On peut avoir sur une commune, Anne-Laure, tu as commencé par citer le nombre d'électeurs, en France, il me semble. Donc on va avoir différents types d'usages. La liste électorale dans ces données brutes, elle répond en partie aux caractéristiques de ce qui peut être un document administratif. Donc il y a des principes on peut y accéder. Tout citoyen peut y accéder, peut même, s'en servir, mais c'est quand même un document particulier dont l'utilisation est encadrée par le code électoral et le principe n'est pas celui de la libre réutilisation. Le maire peut s'en servir, ça j'ai vérifié, en préparation, pour constituer un fichier de communication institutionnelle, pour tenir les habitants au courant, des actualités, de sa commune, ou de l'intercommunalité. Mais, les droits de protection des données s'appliquent. Vous avez un droit d'opposition, vous avez un droit d'effacement, un droit de rectification et la collectivité peut s'en servir, mais il y a les droits qui sont prévus par le RGPD peuvent s'appliquer. Il y a cette précaution à prendre et puis, tout est candidat, tout électeur, tout parti aussi peut s'en servir. Mais, la CADA, donc la Commission d'accès aux documents administratifs, en s'appuyant sur le code électoral, interdit, donc c'est prévu dans le code électoral, hein, interdit tout usage purement commercial et plus largement, tout usage dans le cadre d'une activité à but lucratif de ces données-là. Et il y a des sanctions, j'ai oublié de les noter là, mais qui sont assez fortes, qui peuvent aller de mémoire jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Parce que voilà, ce sont des données qui sont protégées. On a des données personnelles sur les adresses des individus, donc on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Néanmoins, on peut quand même y accéder. En parallèle de ça, si on va sur les données agrégées, on a en open data des données statistiques qui sont agrégées sur le répertoire électoral unique, qui sont publiées par l'INSEE. Et comme je l'ai dit, on a sur
On a ces données-là aussi, on les retrouve dans les fichiers du ministère de l'Intérieur pour savoir la composition des bureaux de vote. Alors, je vais vous proposer, je réfléchissais un peu à quel genre d'usage on pourrait faire de ces données-là. Je vous proposerais de réfléchir, et je pense que c'est intéressant à l'approche des présidentielles, de réfléchir à un usage qui est celui de la lutte contre le phénomène de la malinscription. Il y a eu des enquêtes de chercheurs et de l'INSEE qui montrent qu'on a 2,9 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, ce qui est quand même énorme, et 7,7 millions de Français qui sont mal inscrits, c'est-à-dire qui sont enregistrés dans une autre ville que celle où ils résident. Et autant on peut avoir une inscription automatique, notamment quand on a 18 ans, à l'issue de la journée d'appel et de préparation à la défense. Mais il y a des radiations, monsieur Guirlanda en a parlé un petit peu, qui peuvent intervenir. Ce qui arrive souvent, c'est quand votre carte d'électeur revient comme non habitant à l'adresse indiquée. Alors, vous avez expliqué qu'il y a pas mal de vérifications, il y a une commission, des choses comme ça, mais ça peut arriver que certaines communes vont radier sans réinscrire. C'est une des hypothèses, hein, il y a une littérature et des travaux qui l'expliquent mieux pourquoi on est arrivé à cette situation. On se retrouve en attendant avec quand même presque 3 millions de Français qui ne sont pas inscrits et 7 millions qui ne sont pas inscrits au bon endroit, tout simplement parce que parfois ils ont la flemme de se réinscrire. Et donc, ça contribue au phénomène de l'abstention et ça contribue au fait que, malgré le principe, le fait que chaque citoyen a le droit de voter, en pratique, tout le monde ne peut pas voter et ne choisit pas forcément cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces données? On pourrait croiser les données sur le nombre d'inscrits par bureau de vote et les rapprocher d'autres données qui sont produites par l'INSEE dans le cadre du recensement. On a des données à une échelle assez fine qui n'est pas exactement celle du bureau de vote, mais qui s'en rapproche. Dans les communes les plus grandes, on a des iris. Les iris, c'est des ensembles qui peuvent aller de 2000 à 5000 habitants, dans lesquels on a des données statistiques et on a le contour de ces iris. Alors, c'est pas exactement c'est plus dans les grandes communes, mais aussi dans les petites communes, on a les statistiques. Mais on pourrait assez facilement se dire, faire le rapprochement entre le nombre de personnes qui vivent dans la commune, qui ont plus de 18 ans. Il faudra arriver à voir aussi, à vérifier ils respectent bien les conditions pour être électeurs, donc être français, avoir la citoyenneté française, sauf dans les élections municipales. On a aussi d'autres contraintes, mais on pourrait utiliser ces données pour estimer le nombre d'inscrits et de mal inscrits dans une zone. Et il y a des initiatives, il y a une ONG qui s'appelle À voter qui fait ça. Il y a aussi des partis politiques qui essayent d'inciter les gens qui ne sont pas inscrits d'aller s'inscrire. Et on pourrait se servir de ces données-là pour cibler des actions vers des zones où on sait qu'il y a énormément de mal-inscription. Et on peut formuler l'hypothèse qu'il y a des grosses variations selon les zones, et donc on pourrait se servir de ça. Il y a ce problème technique quand même qui est que les bureaux de vote et les iris ne sont pas exactement les mêmes, mais on pourrait avoir des estimations pour faire du ciblage. Et ça, c'est un usage qui pourrait changer la donne et puis faire que tout le monde puisse vraiment voter pendant la prochaine présidentielle. Et il faut savoir que l'inscription sur la liste électorale, c'est vous me dites si je me trompe, hein, c'est jusqu'à 6 semaines avant le scrutin, il me semble. Donc, ce qui fait que c'est un moyen d'agir concrètement sur le résultat des élections, hein. Vous pouvez distribuer des flyers, en parler, je sais pas quoi, mais vous pouvez aussi faire en sorte que tout le monde soit inscrit et puis les laisser libres de ce qu'ils voudront voter ou même laisser libres de s'abstenir, c'est leur droit. Mais en attendant, il y a un droit qui est celui de pouvoir être sur la liste électorale et qui actuellement a ce phénomène assez large de la mal-inscription. Merci beaucoup, Samuel. Je vois qu'on a une question sur l'utilisation sélective de la liste électorale. Par exemple, identifier des personnes au sein de la liste qui auraient plus d'un certain âge ou moins d'un certain âge et faire éventuellement des actions ciblées ou filtrer des propriétaires pour une information. Alors, je vais commencer un début de réponse. Alors, il y a la théorie et puis la pratique. En théorie, en effet, on peut identifier des personnes au sein de cette liste. Alors,
la difficulté, par exemple, sur des propriétaires, c'est que vous n'avez pas forcément l'information sur la liste électorale. Vous ne savez pas quel est le statut des personnes au niveau de la liste. Vous savez qu'elles habitent sur la commune, mais pas forcément si elles sont propriétaires ou locataires. Donc ça, c'est pas à partir de la liste, ou en tous les cas, il va falloir croiser avec d'autres éléments pour vraiment avoir ces informations-là. Et sur la partie, par contre, sur l'âge, là, ce serait tout à fait possible. Mais ce qui est possible n'est pas forcément réalisable. Ça va aussi dépendre beaucoup de ce que vous allez vouloir en faire. Il y a eu au moment du Covid, il y a eu beaucoup de questionnements sur le ciblage notamment de personnes vulnérables, de personnes qui auraient plus d'un certain âge et qui seraient isolées chez elles, etc. Et une des possibilités, c'était justement d'utiliser un document comme la liste électorale pour identifier et cibler ces personnes de plus, mettons, 80 ans et de leur faire une communication adaptée ou éventuellement passer chez elles, voir si tout allait bien, etc. Ça, c'est des usages qui pourraient être possibles et des usages qui seraient extrêmement encadrés. On utiliserait des objectifs qui seraient ce qu'on va appeler des intérêts vitaux par rapport au RGPD, donc en gros des intérêts liés à la sécurité des personnes. Ça pourrait être creusé côté juridique et on pourrait sans doute trouver une possibilité de le faire. Par contre, d'autres usages seraient complètement interdits. Johan, dans le chat, mentionne les usages commerciaux. Par contre, revendre à une société qui fait de l'accompagnement de personnes dépendantes et livre des repas à domicile, une société privée, vous leur revendez la liste de toutes les personnes, là aussi, qui ont plus de 80 ans, pour qu'ils fassent du démarchage. Là, c'est complètement interdit et vous engagez votre responsabilité en tant que responsable de la liste. Donc, ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses. Mais en tous les cas, vous allez pouvoir identifier les personnes au sein de la liste, notamment sur des critères comme des critères d'âge, le genre, de choses comme ça, à partir des données qui existent dans la liste. Oui, Johan. Oui, bonjour Yann Brossard, je suis responsable du pôle données au sein de la collectivité déléguée à la protection des données pour Grand Poitiers. Donc pour compléter ce que dit Anne-Laure et pour répondre à Rachel, bonjour Rachel. Du coup, effectivement, la liste électorale est la source qui est juridiquement la plus acceptable en termes d'utilisation et de tri des données. C'est-à-dire qu'il y a de la jurisprudence sur le sujet. On peut tout à fait faire des invitations ciblées par rapport à une date de naissance, par exemple, pour des invitations à une fête ou autre de personnes âgées à partir de la liste électorale. Ça, c'est totalement légal, il n'y a aucun souci. À partir du moment où c'est encadré et ça respecte le RGPD et qu'on ne fait pas autre chose des données à caractère personnel et donc qu'on les sécurise, évidemment. En revanche, il y a eu des condamnations sur des tris par rapport à des noms qui pourraient avoir une consonance ou potentiellement une origine. Ça, c'est totalement illégal, sans parler d'usage commercial. Mais effectivement, la liste électorale, c'est la seule que l'on conseille avec mon collègue d'utiliser pour pouvoir faire des invitations à la population. Ça rentre totalement dans le cadre légal. Et si vous le souhaitez, une fois que Samuel sera intervenu, je pourrais vous mettre les liens, comme ça vous pourrez voir plus loin sur le site de la CADA et le site de la CNIL qui sont très bien faits, qui vous permettront d'aller plus loin après. C'est eux que j'ai consulté. Merci beaucoup. Alors, je propose... allez-y, monsieur Guirlanda. Oui, pour rejoindre ce que dit Johan, là, nous, par exemple, la liste électorale est un outil qui nous permet notamment d'inviter les gens pour le repas des seniors qui a lieu tous les ans. Ce qui nous permet d'avoir un suivi, entre guillemets, par rapport aux âges. Et donc, c'est un outil qui nous permet effectivement de faciliter le rôle administratif. Si on devait après chercher les noms des personnes, tout ça serait beaucoup plus compliqué, quoi. Alors, une question un peu technique à laquelle j'avoue mon incapacité à répondre sur la possibilité de rester inscrit dans une commune. Alors, vous
vous aviez une résidence précédemment et vous déménagez, mais vous gardez donc avec une logique de résidence principale, résidence secondaire, est-ce qu'on peut rester inscrit dans sa précédente commune? Je pense qu'en théorie, c'est la résidence principale qui doit faire l'objet de l'inscription, mais j'avoue que là, ça dépasse un petit peu moi mes Je pense connaissances. que Thierry peut répondre. Ouais. Ah, Thierry, vas-y. Sur le principe, oui, il existe des exceptions qui permettent aux électeurs qui changent de situation entre le moment de la limite d'inscription par rapport à un scrutin, qui est le 6e vendredi précédent le dimanche où l'on va voter, de façon très précise. Et on peut néanmoins, 10 jours avant ce scrutin, quand on est dans des cas particuliers, acquisition de la nationalité française, on atteint l'âge de 18 ans ou on déménage dans une autre commune, on a jusqu'à 10 jours avant le scrutin pour pouvoir se réinscrire dans la nouvelle commune de résidence. Donc dans ces cas-là, c'est une possibilité. Malheureusement, après, si ce délai de 10 jours est dépassé, on a peu de capacité à s'inscrire. Il faut éventuellement faire une démarche auprès du juge d'instance qui, le jour même des élections, siège dans le ressort du tribunal pour pouvoir statuer sur des demandes spécifiques. Et il est arrivé assez fréquemment, quand je m'occupais des élections, que le juge accorde la possibilité à la personne, mais ça se fait le jour même. Donc il faut faire la démarche auprès du tribunal, produire les pièces justificatives. Donc ça n'est pas non plus une démarche complètement anodine et neutre en termes de fonctionnement. La question était plutôt de rester inscrit dans une commune où finalement tu n'as plus ta résidence principale. Alors, c'est pas envisageable. Oui, ça pour moi c'est. Sauf à pouvoir justifier de conditions particulières. On peut résider, par exemple, quand on est commerçant dans une autre commune, mais parce qu'on a une activité, un local commercial, on peut néanmoins voter dans la commune où on a son local commercial. C'est à chaque fois des cas particuliers. On a un cas particulier très célèbre avec Emmanuel Macron qui est inscrit au Touquet et qui vote à chaque élection au Touquet, mais à ma connaissance, il est plutôt la plupart du temps à Paris. Alors, je vous propose de passer à la deuxième étape. On continuera à prendre les questions pour la fin. Deuxième étape, c'est le pendant les élections. Alors, on fait démarrer à la déclaration des candidatures. Bon, la déclaration des candidatures peut être très, très tôt. On va dire plutôt le dépôt des candidatures en préfecture jusqu'au jour du dépouillement, jusqu'au jour J, au deuxième tour des élections. Donc toute cette période, c'est ce qu'on va aussi qualifier de campagne électorale, même si elle démarre souvent un peu en amont. Et ça va être cette étape de campagne et celle du vote en tant que tel. C'est une période durant laquelle la production de données va être extrêmement massive. Vous allez, pendant cette période-là, avoir énormément de données produites. C'est une période qui se caractérise généralement par la multiplication des sondages. C'est de la donnée électorale. On va avoir les projections du vote, on va avoir les tendances, on va avoir tout un ensemble de choses qui existent depuis très longtemps, qui continuent d'exister. Et puis, on va voir des éléments qui, suivant les instituts de sondage, suivant les panels choisis, vont varier, vont avoir une très très grande hétérogénéité. Et c'est de la donnée. C'est plutôt lié malgré tout aux médias qu'on qualifierait de traditionnels, presse écrite, télé, radio. Et puis on voit apparaître depuis une quinzaine d'années de nouvelles formes de traitement de données, plutôt basées sur les réseaux sociaux, avec l'utilisation d'algorithmes pour créer ces panels, pour créer des regroupements de personnes, identifier des segments d'électeurs potentiels, analyser ces données et
éventuellement faire des campagnes ciblées pour tel ou tel candidat ou sur telle et telle thématique dont on sait que c'est des thématiques qui vont parler au segment identifié. Vous avez, donc c'est des choses qui vraiment sont assez importantes, sont souvent assez obscures, dont on ne s'en rend pas forcément compte. Vous avez une société qui est spécialisée dans ce type d'action, qui s'appelle Cambridge Analytica. Vous en avez peut-être entendu parler. Son rôle dans l'élection américaine de 2016 a été très mis en avant et très critiqué, ainsi que dans le vote sur le Brexit, et toute leur influence et la façon dont ils ont finalement, ce qu'on peut appeler de la manipulation, manipulé ces élections, est aujourd'hui extrêmement bien documentée. Ces actions-là, elles ont entraîné des réactions. Elles ont entraîné des réactions notamment du côté européen, avec des tentatives de mettre en place un ensemble de cadres juridiques, de réglementations qui permettent de limiter ces influences et ces déstabilisations qui souvent sont des déstabilisations ou des influences qui viennent de l'étranger. Vous avez notamment la Commission nationale informatique et liberté, qu'on a déjà mentionné, qui veille particulièrement au grain lors des élections. Vous avez aussi, sur le cadrage juridique, le RGPD qui met un certain nombre de garde-fous. Vous avez aussi maintenant un autre texte qui pose des garde-fous, qui est l'IA Act, là aussi sur l'usage des algorithmes et de l'intelligence artificielle dans les élections. Ça, c'est des éléments qui sont assez nouveaux, c'est des éléments qui sont extrêmement complexes, mais qui ont un vrai rôle, un vrai problématique sur les élections. Du côté de la CNIL, elle moins sans doute sur des choses beaucoup moins complexes et qui viennent moins de l'étranger. Elle a mis aussi en place, lors des dernières élections municipales, un observatoire des élections dont l'objectif est de surveiller les pratiques de communication politique, de permettre aux personnes de signaler des mauvais usages de leurs données à caractère personnel par des candidats, par des partis, etc., et d'observer un peu ce qui se passe. La CNIL, elle a aussi un rôle de dialogue avec les partis et les candidats. Elle n'est pas que dans un rôle de sanction, elle publie aussi énormément de ressources pour que les candidats et les candidates soient mieux au fait de ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Et elle a publié tout un bilan de ces différentes actions, qui est assez intéressant et qui permet de voir que tout ce sujet de la communication politique, tout ce sujet de l'utilisation des données à caractère personnel durant l'élection est aujourd'hui extrêmement important et aussi extrêmement dangereux pour les candidats et les candidates. Donc je me retourne vers Monsieur Guirlanda. Vous avez donc été candidat et vous êtes élu. Est-ce que vous vous intéressez aux données, alors à la fois pendant la campagne et puis aussi après, une fois les résultats passés, et voilà, quel regard vous portez sur toutes ces données? Est-ce que ça influe sur votre posture à la fois de candidat et ensuite d'élu? Oui, alors là, je crois que c'est fondamental et incontournable. La donnée, entre guillemets, ça permet d'avoir une très bonne connaissance de la commune. Et pour être candidat et pour être maire, il faut connaître très très bien sa commune, parce que ça permet derrière de définir son programme électoral, de pouvoir définir le contenu, entre guillemets, de ce qui sera présenté dans le cadre des réunions publiques. Par exemple, chez nous, les bureaux de vote sont répartis en fonction des villages. Et donc, forcément, on n'a pas les mêmes éléments de langage, on n'a pas nécessairement les mêmes besoins. Et il faut pouvoir adapter tout cela en réunion publique par rapport à son programme. Donc, pour moi, c'est incontournable d'avoir des données qui soient fiables, mais des données qui permettent aussi de piloter cette campagne électorale, qui vont permettre aussi d'avoir des éléments pour pouvoir convaincre l'électeur de voter pour sa candidature et la candidature de la liste. Donc oui, pour moi, c'est indispensable. Ça permet aussi de cibler les arguments, les éléments de langage. Et je dirais que l'IA, un IA contrôlé, maîtrisé,
est un outil supplémentaire. Si je compare entre guillemets les deux campagnes électorales, 2020 et 2026, effectivement, je vois qu'il y a eu une évolution. Alors bien sûr, il faut toujours être en capacité de pouvoir prendre ce qui nous intéresse et le vérifier et être prudent, hein, c'est le grand principe de base. Mais en tous les cas, c'est un outil supplémentaire euh, qui m'a été, euh, qui m'a été utile pendant la campagne électorale. Et puis après, les données, une fois que le vote a lieu et que les résultats sont connus, notamment les résultats par bureau, eh bien, ça permet aussi de pouvoir en tirer des enseignements et puis d'adapter aussi sa politique en fonction des votes qui sont exprimés, les votes de confiance ou des fois un peu moins de confiance. En tous les cas, c'est important. Bon, moi personnellement, je maintiens à dire que sans la donnée, ça serait beaucoup plus compliqué pour un candidat maire, de pouvoir travailler sur sa réélection. Donc, je suis vraiment convaincu et je ne peux qu'encourager, entre guillemets, à travailler. Ça me confirme encore un peu plus que l'usage de la donnée comme outil de pilotage est quelque chose d'incontournable. Merci beaucoup. Alors, Samuel, ce moment de la campagne, ce moment un peu entre deux, il est assez délicat pour les usages de la donnée. On voit on peut en faire beaucoup de choses. Il y a volonté de les utiliser, mais qu'il y a aussi vraiment une grande tension entre la transparence, l'accès aux données, l'utilisation et la protection des données à caractère personnel. Toi, voilà, tu poses quel regard sur ces deux sujets et comment on peut réussir à faire cohabiter les deux? Alors moi, je suis plus spécialiste de la transparence que de la protection des données, mais il n'y a pas de transparence sans protection. Et en fait, c'est toujours un équilibre qu'il faut trouver entre la protection des données et l'information du public. Et c'est des équilibres qui se trouvent. Si on s'intéresse aux données sur les candidats, le ministère de l'Intérieur publie les listes candidates, par exemple au municipal, publie des données sur les candidats. Ce sont des données qui sont indispensables et qui ont été très utilisées, par exemple, pour faire des statistiques sur, par exemple, l'âge des candidats. Il y a des choses qui ont été utilisées dans ce domaine-là aussi sur les questions de répartition de genre dans les listes, notamment avec les règles qu'il y a pu avoir pendant les municipales. Donc, c'est des données qui sont indispensables et c'est des données qui participent de l'information au public. Parce que le fait de les mettre en open data, ça fait que beaucoup de journaux, de médias s'en sont saisis et ça a permis à des gens de pouvoir voir qui était dans les listes, comment étaient composées les listes. Donc ça, il y a une finalité d'intérêt général qui est très forte. En même temps, on est sur des données qui sont sensibles, hein, puisqu'on touche, quand il y a une étiquette politique, hein, il y a des listes qui n'ont pas qui ne sont pas d'affiliation politique. L'article 9 du RGPD interdit le traitement des données révélant les opinions politiques des personnes. Alors ce même article 9 du RGPD, il prévoit aussi que il y a des exceptions. Et une des exceptions, alors je ne sais pas exactement si c'est cette exception qui est utilisée dans le cas des données sur les candidats, mais il y en a une qui est assez simple, c'est le fait que si vous rendez manifestement public vos opinions politiques du fait d'une candidature, du fait de la participation à un parti politique, ou tout simplement que vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, dans les médias, en révélant vos opinions politiques. Heureusement, enfin évidemment, c'est autorisé, sinon il n'y aurait plus de débat démocratique. Donc être candidat dans une liste, c'est une des formes de manifestement rendre public son affiliation politique. Alors, il y a quand même le ministère de l'Intérieur doit se poser des questions, parce que se pose des questions, parce qu'après, il y a la question de la conservation de ces données. Est-ce qu'on les laisse pendant longtemps, notamment pour des candidats qui n'ont pas été élus? Et il y a ce que j'aurais presque envie de qualifier d'une forme d'hypocrisie, parce qu'on a des données sur les candidats pour toutes les raisons que je vous ai expliquées auparavant. Mais quand on reçoit donc on les a aussi au niveau des résultats. Mais quand on regarde un jeu de données qui est très utile et qui est assez indispensable, qui est le répertoire national des élus, on va perdre cette information sur la nuance politique de la personne.
Et alors qu'on peut retrouver, hein, en fait, en faisant des croisements avec les données sur les candidats et sur les résultats des élections. Mais c'est quelque chose qui manque parce qu'en fait, c'est compliqué en France de pouvoir dire quelle est la nuance politique d'une commune. C'est pas si évident que ça. Et ça nous a mené chez Datactivist à publier un jeu de données. Alors, il faudrait qu'on le mette à jour d'ailleurs, là, avec les résultats des élections. Je crois que ça fait partie des choses qu'a en tête notre collègue Diane, qui est data scientist chez nous. On publie un jeu de données, nous, Datactivist, qui est les communes enrichies avec la nuance politique. Donc, nous, on a enlevé les données à caractère personnel, savoir que telle ou telle personne est de telle ou telle affiliée à tel ou tel parti, c'est pas ça qui va nous intéresser. Mais pour un certain nombre d'études, on va avoir besoin de savoir quelle est la couleur politique de cette commune. Et ben, on a publié ce jeu de données en faisant le croisement entre les données des résultats des élections et celles des communes, quoi, les informations sur les communes dans le code officiel géographique, ce qui permet d'avoir cette information, et c'est un jeu de données qui est très utilisé. On a des données aussi qui sont publiées par la société civile sur ça, sur les nuances politiques, notamment par l'Université d'Avignon qui publie une base des élus en France qui est considérablement enrichie par rapport aux données du ministère de l'Intérieur. Alors moi, j'essaye de réfléchir un peu aux usages qui pourraient émerger avec ces données. Et pendant les élections, je vous dis une idée farfelue qui m'est venue pendant les municipales, mais qui n'est peut-être pas si farfelue. Ça serait la possibilité de mettre la liste d'émargement en open data. En fait, je ne sais pas si... Enfin, oui, ça va parler à tout le monde. Vous avez toujours des gens autour de vous qui râlent sur l'état de leur commune, l'état des choses comme ça. Et puis, pour certains, ils n'ont pas voté. Et alors, il y a des réflexions en cours sur le fait de rendre le vote obligatoire. Mais on pourrait s'imaginer, alors ça poserait plein de problèmes, et dans le droit actuel, c'est pas possible, mais on pourrait s'imaginer de publier est-ce que vous avez voté ou non. Alors, il ne s'agit pas de mettre les adresses des personnes, juste savoir est-ce que vous avez voté. Alors, peut-être pas pour les référendums, parce que c'est déjà participer à un référendum, c'est une forme de... Mais sur une élection, ça pourrait être une option. En tout cas, voilà, je me suis posé cette question-là. Est-ce que l'open data pourrait, et le fait de dire est-ce que vous avez voté ou non, c'est aussi une manière de le rendre visible. C'est une réflexion que je me fais. Ça demanderait une évolution législative, ça demanderait des marges de protection des données. On ne va pas mettre en open data vos adresses, c'est souhaitable pour personne. Vous pourrez juste mettre votre département. Et sinon, si on réfléchit aux données pendant les élections, voilà, ça c'était un peu pour stimuler la réflexion et le débat. Je suis sûr qu'il y aurait plein d'effets de bord, de choses qu'on ne prévoit pas, qui seraient très négligeables, mais on pourrait aussi se dire que ça pourrait participer à augmenter la participation aux élections, de savoir qui a voté ou non. Anne-Laure, tu me disais que dans certains pays, on devait tremper le doigt dans l'encre pour vérifier qu'on n'allait pas voter 2 fois. Le fait de rendre visible qu'on a voté ou pas. Mais sinon, dans les données qui sont très utiles et qui vont être de plus en plus utiles avec l'élection présidentielle qui arrive, c'est d'avoir des données sur les sondages. C'est-à-dire que ce qu'on sait sur les sondages, c'est que globalement, un sondage pris isolément, ça ne dit pas grand-chose, c'est très peu fiable, et par contre, les tendances vont être intéressantes. Et ce qui va être intéressant, c'est de croiser les données sur les sondages. Il y a eu un projet fait par un ami data journaliste, Alexandre Lechner, qui avait fait un projet qui s'appelle NSP Polls, comme ne se prononce pas. Il avait fait une base de données ouverte de tous les résultats des sondages à la présidentielle. Je ne sais pas s'il va le refaire là, parce que ça prend quand même vachement de temps. Et ça permettait en fait à plein de médias de pouvoir faire des courbes de tendance et de voir aussi les différences entre les différents sondages et d'avoir une base de données référence. Ça permet aussi d'évaluer la fiabilité des différents instituts au regard des élections et de voir quelle méthode, qu'est-ce qui va varier, puis vraiment d'avoir des courbes de tendance, c'est vraiment le plus intéressant. Wikipédia aussi, les Wikipédiens font un travail excellent sur ça. Alors là, c'est moins sur de la donnée structurelle, mais c'est plus des tableaux qui sont sur Wikipédia, mais vous avez je mettrai les liens juste après. Vous avez des pages sur les listes des sondages sur l'élection présidentielle qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas vous arrêter sur un sondage en particulier, parce qu'un sondage en particulier peut y avoir des biais de méthode, peut avoir des biais sur les différents instituts. Donc moi, je crois beaucoup à cette idée de mettre en open data les sondages et de pouvoir sortir de la démarche d'un seul institut, mais d'avoir cette vue d'ensemble. Et c'est des choses qui se développent de plus en plus et qui se sont développées aussi pendant les élections municipales, avec quand même toutes les limites d'utiliser des sondages pendant
les élections municipales et dans la ville d'Aix-en-Provence où je vis, ça a été un outil particulièrement peu fiable d'avoir des sondages et c'était vraiment n'importe quoi. On aurait pu s'en douter, mais sur un échantillon aussi faible, mais ça a été bien confirmé. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la dernière étape. Nous sommes le soir de l'élection. Le dépouillement est en cours. On compte les bulletins. On observe le déroulement du dépouillement. Et j'imagine que du côté des candidats, le stress monte un peu. On l'a dit pour l'étape précédente, on avait énormément de production de données. Sur cette dernière étape, sur cette étape de l'après-élection, on va voir que c'est l'étape où on va avoir le plus de réutilisation. Pourquoi ? Parce que les données qui vont être produites ici, donc plutôt les résultats des élections, vont être assez faciles à utiliser, vont être faciles à illustrer et elles vont intéresser de très nombreux acteurs. Des acteurs comme des journalistes, bien évidemment. Le boulot, c'est de faire apparaître les résultats, de faire de l'analyse de vote. Ça va être dans les jours qui suivent l'élection, vous allez avoir toutes ces données-là qui vont être mises en forme par des journalistes. C'est aussi des données qui vont être beaucoup utilisées par des universitaires, donc des chercheurs. Samuel a mentionné les chercheurs d'Avignon sur le sujet. Ils sont assez nombreux à travailler sur ces questions-là, mais vous en avez dans énormément d'universités, des sociologues, des politologues qui vont vraiment travailler sur ces questions-là. Vous avez aussi des résultats. Alors, sur les résultats des élections, on a vraiment énormément de profondeur historique depuis que le vote est fait, quasiment depuis la Révolution, on a des résultats d'élections, alors avec des modalités qui vont bien entendu évoluer au fil du temps, mais on est capable de faire vraiment des analyses sur du temps très long et ça va aussi intéresser des historiens du coup. Ces résultats vont aussi intéresser des organisations citoyennes, des associations, des militants diverses et variés. La liste des nouveaux élus est très utile pour faire des actions de plaidoyer, aller taper aux nouvelles portes ou à l'inverse, malheureusement, savoir que sans doute que vos subventions vont plus être aussi importantes qu'elles l'étaient. C'est important au niveau national, c'est important au niveau local et vraiment ces éléments-là sont aussi des éléments qui, pour le tissu associatif, pour l'ensemble des acteurs plutôt citoyens de la société, sont extrêmement intéressants et importants. Mais avant d'en arriver là, on va voir ce qui se passe. Donc, on va retourner dans notre bureau de vote au moment du dépouillement et je vais me tourner vers Thierry. Lors des élections municipales de mars 2026, les résultats des élections pour la ville de Poitiers ont été publiés sur le portail Open Data de Grand Poitiers dès le soir des résultats. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est possible? Ça fait preuve d'une très grande réactivité et qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ça possible? Le principe est relativement simple. En fait, il faut anticiper la publication de ces résultats, c'est-à-dire qu'il faut voir quels sont les éléments qui vont être affichés et récupérés des différents bureaux de vote. Donc ça, c'est assez, on va dire, assez classique puisque c'est défini de par la législation sur les éléments qui sont publiés à l'issue des scrutins dans chaque bureau de vote, hein, le nombre d'électeurs, le nombre d'inscrits, le nombre de bulletins blancs, nuls, suffrages exprimés. On retrouve tous ces éléments-là. Et ça nous permet de préparer en amont un jeu de données dans lequel on va venir injecter le soir même les résultats officiels que l'on récupère auprès de nos collègues en charge de la remontée des informations et on va dire de la concaténation de tous les résultats des bureaux de vote sur Poitiers, puisque Poitiers, il y a 53 bureaux de vote, ça suppose de tous les rassembler pour donner un résultat à l'échelle de la commune. Donc ce travail-là de collecte et d'assemblage des résultats des différents bureaux de vote se fait immédiatement après la publication, enfin l'arrêt
des opérations de vote. Une fois que chaque bureau de vote a fini son dépouillement, il communique, il remonte à un procès-verbal vers le bureau centralisateur, qui est en général le bureau numéro 1 de la commune. Et c'est à ce niveau-là que tous les résultats sont agrégés et qu'ensuite nous les récupérons auprès du service informatique qui les enregistre dans un fichier. Alors pourquoi c'est enregistré dans un fichier? C'est parce que la diffusion auprès de la préfecture se fait par le biais d'un fichier qui s'appelle un fichier RL et qui doit être complété le soir même pour être ensuite transmis, auprès du ministère de l'Intérieur. C'est ce qui permet d'avoir les résultats officiels des différentes élections, qu'elles soient, on va dire, plutôt locales comme les élections municipales ou nationales comme les élections présidentielles. Donc c'est de cette manière-là dont on procède et bien évidemment, puisqu'on a des exemples antérieurs, on prépare nos fichiers en fonction de ces exemples. Ça nous permet aussi d'avoir des présentations avec des cartes, dynamiques ou avec des graphiques qui sont un peu plus faciles à lire pour les non-initiés par rapport à tout ce qui est, résultat des élections et d'avoir très rapidement une vision de ce qu'est la tendance sur la commune, dans laquelle on vote. Merci beaucoup. Donc on voit, je me tourne vers Samuel, on voit que l'exemple de Poitiers est intéressant et quand on regarde sur data.gouv.fr qui est le portail national d'accès aux données, on voit que l'onglet thématique sur les élections est principalement composé de résultats. Donc voilà, cette base de résultats est vraiment la plus, sans doute la plus riche en données sur les élections. Et sur toutes ces données de résultats d'élections, est-ce qu'il y a des réutilisations qui te semblent assez emblématiques, des choses assez intéressantes qui sont faites à partir de ces données? Alors là, on entre effectivement, hein, c'est un océan de réutilisation. Faut savoir que c'est un jeu de données qui est les jeux de données de résultats des élections, c'est parmi les jeux de données les plus utilisés, y compris par des gens qui ne sont pas du tout spécialistes du monde politique, parce que c'est un domaine dans lequel on peut s'entraîner sur des compétences de visualisation, sur des usages et qui concernent tout le monde. Et donc, il y a vraiment des milliers de réutilisations dans ce domaine-là. C'est pas c'est pas les données les plus simples à utiliser, hein. Moi, je le recommande pas à des gens qui débutent, ne serait-ce que par la structure des données qui est pas toujours évidente, par des données qui évoluent entre, la liste du premier tour, c'est pas forcément la liste du second tour, elle peut avoir bougé un petit peu. La structure va changer selon les élections. Enfin, c'est intéressant si vous voulez développer vos compétences de nettoyage, de transformation de données, c'est super. Mais ça demande d'être un petit peu aguerri. En tout cas, on voit, énormément de réutilisation qui fleurissent et on a la chance en France quand même d'avoir des données en temps réel qu'on trouve, assez facilement. Alors, via des collectivités comme, Grand Poitiers et c'est assez, remarquable de l'avoir fait. Via aussi le ministère de l'Intérieur qui publie, alors je crois que c'est plus pour les élections nationales, des données en temps réel. De manière, via en fait, toutes les rédactions sont branchées sur, alors c'est un serveur FTP pour entrer dans le détail technique. Alors je pense que en tout cas, c'était le cas jusqu'à récemment, dans lequel ils déposent les derniers fichiers et ça existe depuis bien longtemps, même avant, il me semble, avant data.gouv.fr et c'est ce qui fait que les résultats s'affichent en temps réel, à la télé, un peu partout et c'est de l'open data qui date depuis longtemps et qui marche bien. Je le dis qui marche bien parce qu'en fait, dans plein d'autres pays, c'est pas du tout le cas. L'exemple le plus, emblématique, c'est les États-Unis. Alors, c'est pas forcément qu'une histoire de remontée de données, c'est aussi une histoire de procédure de dépouillement. C'est plein de choses qui font qu'aux États-Unis, ça met très longtemps. Il y a plein de pays dans lesquels on a les résultats très, très longtemps et après, en France, le matin même, en général, vous avez quasiment tous les résultats des élections, ce qui est quand même derrière, en fait, beaucoup de boulot de plein de gens, dont on ne rend pas forcément compte. Alors parmi les réutilisations, je voulais parler de la publication de certaines données et de dire aussi que ces données électorales, elles sont importantes de penser sur le temps long et d'avoir accès à ces données sur des longues périodes. C'est ce qui va permettre de faire des analyses du comportement électoral. Je voulais vous partager un fichier que je trouve particulièrement intéressant. C'est le travail qu'ont fait Thomas Piketty et Julia Cagé, donc un économiste et une politiste spécialisée, donc qui ont fait cette histoire du conflit politique.
qui est un très gros livre sur les tendances électorales et l'évolution de l'idéologie. Et ils ont publié un jeu de données, par exemple, sur les législatives, avec les résultats commune par commune depuis 1848. C'est-à-dire que hier, j'ai regardé ça, j'ai pu trouver le résultat d'une élection législative en 1848 dans mon village de Lyon où j'ai grandi, à Mont-Saint-Sulpice. Et j'étais quand même assez bluffé de pouvoir retrouver ça en open data dans un fichier très bien structuré, très bien fait. Donc derrière, c'est aussi des réutilisations. Mais le message, c'est surtout de dire qu'il faut penser à l'usage de ces données sur le temps long, leur archivage, leur publication. Alors, il y a un océan de visualisation dans ce domaine-là, comme je le disais. Les municipales ont été une période aussi où il y a eu pas mal de visualisation de données, avec la difficulté qu'on est dans un pays où il y a 36 000 communes. Alors, je ne sais plus combien il y en a exactement, on peut passer à 35 000 maintenant, mais on a beaucoup de communes. Et donc, forcément, il y a eu des applications qui ont développé des réutilisations, mais je voulais vous partager une réutilisation que j'ai trouvée très, très bien faite. Assez simple finalement, c'est ce qu'a fait le Monde, les décodeurs. Alors je pense que ça demande d'avoir un abonnement au Monde, il me semble. Alors je sais pas si Anne-Laure, je peux partager mon écran pour le montrer. Et comme ça, je Est-ce que... montrerai une autre chose. Je vais essayer Ouais, déjà. essaye, si tu as Avant. le bouton partager, normalement c'est bon. En haut Oui, à j'ai le droite. bouton partager. Je vais partager une fenêtre. J'arrive. Je vais essayer de partager l'autre fenêtre. OK. Donc dans le Monde, ils ont fait cette visualisation que j'avais trouvé intéressante. Encore une fois, sur des élections nationales, il y a plein de choses, mais je voulais rester plutôt sur le niveau des municipales pour prendre une actualité assez récente. Ils ont fait tout simplement on voit. C'est Ouais, c'est tout. légèrement flou, mais je ne saurais pas te dire pourquoi c'est légèrement flou. OK. Peut-être ça va se stabiliser en général, je pense. Oui, c'est peut-être C'est une analyse sur les bascules politiques dans les grandes villes françaises. Et en fait, on a beaucoup parlé de certaines bascules politiques dans certaines communes. Poitiers en fait partie. Et là, en fait, c'est une analyse statistique sur les grandes villes françaises. Alors, la définition des grandes villes, je crois que dans cette visualisation, c'est un peu plus. Alors, ils ont élargi. Il me semble que c'était plus de 10 000 habitants, ce qui n'est pas la définition classique des grandes villes. Les de plus de communes de 14 000 Ouais. habitants. 14 000 habitants, exactement. Donc, ce qui n'est pas la définition plus habituelle pour dire taille des communes. Mais ça permet de voir les bascules politiques entre certaines communes. Là, on peut voir vraiment les tendances à travers ce fonctionnement. Donc là, on a cette visualisation, on voit les communes en 2020 et les communes en 2026. Et on peut suivre. Et ce qui est pas mal fait, c'est que vous avez des indications pour pouvoir faire ce suivi. Ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'en fait, ils ont fait un travail qui est très bien, c'est pour avoir la liste, en fait, des communes. C'est-à-dire que, on suit les élections municipales, mais on ne peut pas tout retenir de tout ce qui se passe. On voit là, par exemple, sur les communes de droite, celles qui sont restées fidèles à la droite. Alors, ce qui est bien fait, pardon, j'ai oublié, je vais un peu vite, mais ce qui est bien fait, c'est qu'aussi la taille de la ligne varie selon la taille de la commune, ce qui permet de repérer tout de suite les grandes communes. On voit les communes qui ont basculé de la gauche à la droite. On voit les communes qui ont basculé du centre à la droite. Ici, on voit les communes qui ont basculé des écologistes à la droite. Là c'est les divers à droite, gauche radicale à la droite. Donc c'est très bien fait, ça permet vraiment de suivre, de voir un peu quelles ont été les bascules à une grande échelle et de faire ce suivi et d'avoir des listes tout en ayant de la visualisation de données. Donc c'est très bien fait. Une des formes aussi, en fait, un des points qui est très important, c'est les cartes. Alors là, si je clique sur les municipales, on a des cartes des résultats. Alors sur les municipales, c'est peut-être pas la... Mais là, on a quand même un truc qui est intéressant avec des bulles qui font varier selon la taille de la commune. Un écueil qui est souvent fait, c'est de représenter, alors c'est moins important mais ça peut l'être, de représenter les territoires, donc la terre, plutôt que les habitants. Là, ce qui a été fait, c'est de mettre en avant aussi les électeurs, le nombre d'électeurs d'une commune. Donc de mettre juste la superficie de la commune, de faire des cartes complètes.
Et c'est un sujet qui est particulièrement important pour les élections américaines. Donc, je fais un petit saut géographique, mais vous verrez que ce cas-là s'applique. Parce que vous voyez souvent aux États-Unis, je vous montre un travail qui a été fait par un Français qui s'appelle Karim Doueb, mais qui a beaucoup tourné aux États-Unis, qui est de montrer, je vais essayer de le remettre depuis le début. En fait, souvent, on a tendance à représenter les résultats des élections aux États-Unis, mais dans plein d'autres pays, en fonction des États. Donc, on va prendre le découpage des États. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a présenté avec une petite bulle, il a représenté la population pour montrer que c'est pas les terres. Donc, souvent, on a cette carte-là qui apparaît. Donc là, ce n'est pas les États, ce sont les comtés. Mais en fait, ce qu'il montre, c'est que si on regarde le vote populaire et qu'on montre une réalité qui est différente, qui est de montrer la nombre d'habitants dans chacun des comtés. Donc les comtés, ça va être un peu comme des intercommunalités, je dirais. Je ne sais pas comment le décrire entre l'intercommunalité et le département, vu la taille du pays. C'est ça, c'est une espèce d'ancien canton. Ouais, c'est ça, j'allais chercher le canton, ouais, voilà. Le canton, bah ouais, ça sonne mieux. Des gros cantons. Le français, des gros cantons. Et donc de les faire varier leurs bulles selon la taille de la population, ce qui permet de montrer une situation qui est bien différente. Alors là, c'est des vieilles données, hein, ça date, je crois, de l'élection de 2016. Et de montrer aussi quel côté a gagné, et de montrer, donc en fait, il y a plein de formes de visualisation. Et la carte classique, la carte choroplète qui vient le plus souvent, choroplète, c'est la carte où on visualise la Terre plutôt que les habitants, et pas forcément la forme la plus adaptée à la visualisation des résultats électoraux. Il y a plein de formes de visualisation qui peuvent exister. Il y a aussi des... Mais voilà, je voulais insister sur ce point-là. Et puis, Monsieur Guirlanda, vous avez parlé au début du rôle de l'IA dans ces élections et aussi dans la préparation des campagnes électorales. Je voulais parler aussi sur ce sujet-là, montrer un projet qu'a fait notre collègue Joël Gombin, notre ancien collègue Joël Gombin, qui est cofondateur de Data Activist, qui a créé un outil qui s'appelle André. Donc, en fait, c'est alors, André, c'est un acronyme, c'est inspiré d'André Siegfried, qui est un politiste du fin du 19e siècle. Alors, je ne sais pas si ça s'appelait politiste, c'est plutôt un chercheur en tout cas, et qui donc ce qu'a fait Joël, c'est un outil qui utilise de l'IA, qui va aller analyser les données des élections, de toute élection possible. C'est une IA qui a un fonctionnement qu'on peut qualifier d'agentique, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller chercher dans certaines bases de données, mais aussi il va chercher dans certaines bases de connaissances. Ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a donné, parce que lui, il est spécialiste des données électorales à la base, il lui a donné plein de littérature sur la sociologie électorale. Et il l'a contraint à certaines choses. Mais alors, ce que fait cet outil, c'est que là, je lui ai posé une question. Je ne connais rien à la situation à Poitiers, mais je lui ai demandé quel est l'état des forces en présence pour les municipales à Poitiers. Je ne pensais pas qu'il avait publié les résultats de 2026 dans cet outil, mais il l'a fait. Donc ça, c'est un outil qui est librement, vous pouvez l'utiliser, tester des choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de produire des visualisations selon vos besoins, capable de produire des cartes, et il est capable de produire, cette IA est capable de produire des analyses. Alors des analyses qui valent ce qu'elles valent, et je pense que quand on connaît le terrain, donc là, il y a la lecture des dynamiques. Je ne sais pas exactement ce qui a pu se passer, mais par exemple, vous avez là une analyse qui est faite. Alors si vous connaissez le territoire, ça se trouve, ça dit n'importe quoi. Je n'en sais absolument rien. Je me garderai bien de tout commentaire sur l'élection. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est plus d'un point de vue technique, le genre de choses qui peuvent émerger avec des IA spécialisées. Ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que ça permet de faire aussi des cartes des bureaux de vote. Parce que la donnée, depuis peu, on en a oublié d'en parler, mais la donnée sur le contour des bureaux de vote, c'est quelque chose qui était qui n'existait pas jusqu'à il y a 2-3 ans en fait. Et maintenant qu'il y a un répertoire électoral unique, on dispose maintenant du contour des bureaux de vote, ce qui permet de faire des cartes des résultats des élections, bureau de vote par bureau de vote. Avant, il fallait le déduire, il fallait le calculer, l'estimer, notamment à partir de la liste électorale, en voyant où étaient situés les électeurs, on arrivait à faire un découpage. Bon, maintenant, on a des données officielles sur les découpages de chaque bureau de vote. Et ce que permet cet outil d'IA, c'est de vous produire des cartes des résultats électoraux, bureau de vote par bureau de vote, ce qui
demande un petit peu de connaissances en matière d'analyse de données géographiques et qui peut rendre ça plus accessible à plus de candidats. Et donc, c'est un outil qui est disponible et que vous pouvez utiliser dans certaines limites parce que c'est, comme je vous disais, c'est une IA qui va assez loin, qui mobilise plein de données. Et donc, vous avez le droit à 5 utilisations parce qu'en fait, ça lui coûte cher. À Joël, chaque utilisation lui coûte cher parce que ça utilise beaucoup d'énergie, donc aussi à utiliser de manière responsable chez vous. Parce que c'est très coûteux en énergie de faire ce genre d'analyse. Derrière, ça produit beaucoup d'inférences. Merci beaucoup. Alors, on arrive au terme de notre parcours. Je ne sais pas si M. Ghirlandaio voulait réagir sur ces derniers éléments. Vous voulez dire un petit mot? Alors, d'une part, très intéressant, hein, notamment l'avis de notre spécialiste et de notre expert, hein, parce qu'effectivement, même si on connaît certains outils, on était loin de connaître tous les outils qui nous sont présentés aujourd'hui. Et je me dis, dommage que je n'avais pas connaissance de tous ces éléments-là, parce que ça pourrait être aussi intéressant. Et non, je pense qu'aujourd'hui, les choses évoluent. Comment dirais-je, il faut être en capacité d'exploiter les outils en y faisant, bien sûr, en y apportant beaucoup de précautions, mais c'est important de connaître son territoire. Et au-delà de ça, je pense que les usagers, les habitants, trouverait beaucoup de réponses, notamment au travers de l'open data qui est, alors je vais parler de Grand Poitiers, mais qui est mis à disposition des habitants de Grand Poitiers. Et en tous les cas, la volonté politique de Grand Poitiers, c'est de pouvoir justement ouvrir cette open data à l'ensemble des communes membres, de façon à ce que chaque élu puisse utiliser ces outils comme outils de pilotage et un tableau de bord de connaissance, entre guillemets, de l'activité sur sa commune. Donc, encore une fois de plus, le data sandwich aujourd'hui va me convaincre de l'utilité d'avoir cet outil à disposition pour nos élus et pour nos communes, et bien évidemment pour nos populations. Donc, et merci encore de vos interventions. Je pense que ça a permis de répondre aussi à un certain nombre de questions et d'interrogations. Et je pense que c'est un sujet, si on avait voulu, on aurait pu y passer la journée entière. Mais à un moment donné, on a des obligations ailleurs aussi, et je fais partie de ceux qui va être obligé de vous laisser Oui, maintenant. Voilà. on comprend bien. Merci beaucoup pour Voilà, votre merci encore à tout le participation. monde, à la participation Merci. de l'ensemble, et puis l'ensemble des services de Grand Petit, bien évidemment, et puis d'Actavis aussi par rapport à leur expertise et leur comment dirais-je, connaissance. Merci Merci beaucoup. encore. Alors, est-ce que je vais prendre une dernière question, si quelqu'un a une petite question? Sinon... Johan avait une question sur la taille. Il s'interrogeait sur. Vas-y. Johan avait une question sur la taille des communes tout à l'heure de 14 000 habitants. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond ou pas du tout? L'analyse du monde. Sur l'analyse du Ah, monde, dans le pardon. monde. Ouais. Je ne sais pas s'ils expliquent la méthodologie, pourquoi 14 J'ai pas Non, vu c'est que dans- je m'interrogeais, pourquoi pas 10 ou 20, pourquoi 14 en fait? Est-ce qu'il y a un sens particulier, on considère? Bah, Non. j'ai pas trouvé exactement pourquoi. Dans les référentiels, même au niveau urbanistique ou autre, je vois pas à quoi On ça est d'accord. correspond. Ça m'a aussi étonné. Je pense que c'était peut-être pour réduire le nombre de communes dans leur analyse et que c'était plus simple de. Ils s'étaient peut-être dit, on va faire tant de communes et pas. C'est un peu étrange. En tout cas, je trouve aussi. Moi, j'aurais pris les villes de 10 000 habitants, ça aurait été plus simple. Oui, Mais peut-être que pour la visualisation, ça rajoutait beaucoup de communes de mettre entre ouais, bien 10 000 sûr. et 14 000. Je Bien pense sûr. que c'est ça. Très bien. En tout cas, ça a l'air très, très intéressant. Est-ce Je qu'on pense a le que- temps de prendre une dernière question si, Oui, s'il y en a une. s'il y en a une? En tout cas, moi, ça me laisse le temps de vous parler du prochain Data Sandwich. Je pense que Anne-Laure, tu t'en rappelles, on en avait parlé il y a quelques temps. On va fêter en octobre prochain les 10 ans de l'Open Data, de la loi pour une république numérique, pardon, qui a introduit notamment l'Open Data, et je pense qu'on fera un Data Sandwich donc en octobre
sur cet anniversaire. Un beau sujet. L'occasion de se pencher sur est-ce que l'open data a tenu toutes ses promesses et comment faire pour lui donner encore plus d'ampleur si besoin. Quelles seront les promesses pour les 10 prochaines années? C'est ça. Je pense que pas on l'air n'a plus d'avoir de questions. On n'a plus de questions. Merci, merci à vous pour l'accueil, comme toujours. C'était très agréable. Merci Samuel et merci Thierry. Merci Samuel. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon courage à tous et à toutes et puis bonne fin d'après-midi. Bon après-midi. Merci, bon après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. C'est intéressant.